Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Aujourd'hui, on est avec le Capitaine France pour parler d'arts martiaux français. Bonjour Romain, ça va? Ben oui, ma foi, et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'arts martiaux français. Ça fait longtemps sur ma chaîne que je t'ai pas invité. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'inviter le capitaine. Donc j'ai fait un programme à base de lutte. Alors je t'ai donné des devoirs, hein. Il faut être honnête pour les auditeurs. Moi, j'amène pas les connaissances. Pour ce qui est des arts martiaux français, voilà, je te donne les devoirs et je te fais confiance sur le résultat. Ce que je voulais te demander pour commencer, c'est quelle source tu as utilisé? Parce que je t'ai demandé des choses sur la lutte parisienne par exemple. Quand je te donne un sujet comme ça, où c'est que tu vas te renseigner? Tu as des bouquins, tu as des trucs? Ah ben déjà, on a la base de données de sources historiques mis en place et mise à jour régulièrement par le blog de l'Amicale des Arts Martiaux Français. Donc déjà, ça c'est un bon support. Après, on peut aller sur Gallica directement. Vu qu'on commence à être un certain nombre, on peut discuter entre nous, on peut s'aiguiller. Puis j'ai quand même pas mal de lectures déjà de base. Donc on va dire que maintenant pour moi c'est assez facile. Après pour une personne qui connaîtrait pas, ce serait un peu nébuleux au début, mais une fois qu'on a bien compris le système de la base de données du blog, ça se passe assez Ouais. vite, quoi. Oui, parce que ça doit être un petit peu comme moi pour le karaté et le judo. C'est-à-dire qu'au début, tu y vas à tâtons, et puis après, quand tu as un peu d'expérience, quand on te demande un truc, tu sais où tu vas rechercher l'information. Oui, oui, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, alors aujourd'hui, du coup, le programme, on va rentrer direct dans le vif du sujet, c'est à base de lutte. Est-ce que tu peux expliquer d'abord pour le grand public, pour revenir sur les fondamentaux, pourquoi on parle de lutte parisienne? En fait, la lutte parisienne en soi, c'est pas de la lutte. C'est plutôt ce qu'on a défini avec Fabien comme étant une lutte d'opportunité intégrée dans une approche pied-point, voire pied-chaussée, main armée. Si je comprends bien, c'est des mouvements de lutte qui ont été intégrés aux arts martiaux pied-point. Enfin, qui sont pas intégrés aux arts martiaux pied-point. En fait, le terme, c'est que c'est intégré dans d'autres spécialités. Ben, par exemple, placer une saisie de jambe avec une projection dans un assaut de boxe française. Voilà, la lutte parisienne, c'est une chose, c'est une opportunité qui s'offre, soit par une erreur de l'adversaire, soit par un comportement qu'on a adopté pour permettre de faire cette technique. Mais le but, c'est pas de faire de la lutte pendant la boxe ou de faire de la lutte pendant un assaut à la canne ou on le fait parce qu'on peut le faire. Et Mhm. que on a la fenêtre de tir, elle est de 1 seconde en gros, hein. Ouais. Si on doit remonter à l'origine de ces mouvements, ça date de quand exactement? Est-ce que c'est des mouvements qui sont à proprement parler français ou est-ce que c'est des trucs qui datent de la lutte gréco-romaine ou de l'Antiquité? Alors là aussi, il y a beaucoup à dire et ça va être compliqué de tout expliquer sans abrutir les gens qui vont regarder la vidéo. Faut pas que ça dure 3 heures, hein. Faut pouvoir faire de la lutte parisienne, donc pouvoir faire de la lutte intégrée dans un système pied-chaussée, main armée ou main nue. Eh bien déjà, il faut apprendre à faire de la lutte, que de la lutte en fait. Et donc, ça a été mis en place par nos aînés. Dire quand ça existe, on n'a pas de date en disant, bon, avec un écrit officiel de l'État disant, voilà, des créations de ce style. Ça existe pas, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de fantasmer sur ce genre de sources historiques, ça n'existe pas. On a des pistes, on a des gens, comme, par exemple, Ex-Brayat, qui est une personne assez connue dans la création de la lutte gréco-romaine. J'expliquerai pourquoi j'ai dit ça. Et en fait, Ex-Brayat, c'est un lutteur, déjà. Et c'est un lutteur, il fait aussi de la boxe et il fait aussi des jeux de force et il fait aussi de l'escrime, si je me souviens bien. Bon, Ex-Brayat, c'est quelqu'un de très polyvalent, hein. Et il est actif dans quelles années? Première partie du 19e siècle, voilà, entre 1830 et 1850, je crois. Je sais que Fabien a vraiment, vraiment potassé le truc, on attend qu'il sorte sa vidéo un jour. Déjà, faut pas partir du principe que il y a les lutteurs,
les boxeurs, les tireurs aux armes blanches ou les gens de force, en fait, c'est tous les mêmes. Au 19e siècle, on n'a pas une vision spécialiste. Le lutteur, c'est aussi un boxeur, c'est aussi un manieur d'épée, et c'est aussi un homme de force. Et chacun, quand il commence à être assez reconnu, ou il a ce potentiel de pouvoir devenir professeur, va dire, bon, ben voilà, voilà ma méthode. Mais en fait, sa méthode, c'est la rencontre de méthodes de plusieurs professeurs qu'il a pu croiser durant sa carrière, et il en a pris le meilleur, il en a fait une synthèse, et il a fait son truc, sa soupe à lui, quoi, donc sa méthode. Donc pouvoir dire de quand date exactement la lutte parisienne, c'est impossible. Elle date du jour où on a eu besoin de se défendre face à quelqu'un qui sait bien se battre au poing ou au pied, ou qui a un bâton, tout ça, et qu'il faut pouvoir le mettre au sol pour pouvoir sauver sa vie, quoi. Il y a un faisceau, on va dire, culturel, on va dire, puisque on est quand même sur un principe de pied chaussés et pas de pieds nus, donc on n'est pas sur un truc asiatisant. Même les lutteurs actuellement, ils ont des chaussons, et ça veut pas rien dire en termes de culture. Ça veut dire qu'ils ont gardé cet aspect pied armé. Oui, alors ce qu'il faut expliquer pour le grand public, parce que chez moi c'est plutôt des amateurs de judo ou de karaté, c'est que quand tu dis pied chaussé, en fait, la chaussure est une arme. Elle est renforcée et on attaque avec. Donc c'est pas juste pieds chaussés parce qu'ils sont pas pieds nus, c'est qu'ils frappent avec les pieds parce qu'ils sont armés au niveau des pieds en fait. Exactement, j'ai des chaussons de lutte et j'ai des chaussons de boxe française, sportives. Ben, les deux sont à quelques détails près, c'est les mêmes. Je peux très bien faire de la boxe française avec des chaussons de lutteur. C'est la même chose. Parce que c'est la même, on va dire, la même origine, c'est de créer une chaussure qui ne fait pas mal quand on tape avec. Parce que si on utilise des vraies chaussures, les choses s'arrêtent très très vite, parce que très très vite, on a très très mal. Oui, parce qu'au 19e siècle, les gens ont des sabots ou ont des chaussures renforcées, donc évidemment c'est... Oui, alors le sabot déjà de base, ça c'est une certitude. Et du fait de la chaussure, la façon dont elles sont faites à l'époque, il n'y a pas besoin de vouloir les renforcer encore plus. Le simple fait de les faire comme ils les font à l'époque, parce que sinon ça tient pas, elles sont déjà c'est des armes, hein, puisque le cuir bouilli, donc qui est utilisé pour les semelles, c'est quelque chose de très très dur. On a oublié ce que c'est le cuir bouilli parce qu'on a le caoutchouc, mais je peux vous assurer que une bonne tatane au cuir bouilli, ça fait vraiment mal. Ouais, c'est pratiquement comme du bois en fait. Et donc ces professeurs de lutte parisienne, alors on a parlé de lutte gréco-romaine, on va revenir après sur le terme qui est intéressant, mais ces professeurs de lutte parisienne, on les voit émerger dans les sources à partir du 19e ou est-ce qu'on en a déjà des traces avant? Alors vraiment, celui qui emploie vraiment le terme lutte parisienne, c'est Charlemont, hein. Donc là, on est sur fin Second Empire et fin 19e siècle. Mais ce qu'il montre et qu'il appelle lutte parisienne, on le retrouve déjà avant, des techniques qu'on retrouve chez le boucher notamment. Et le boucher, c'est pas une génération spontanée, il est pas né en sachant. Il a appris. Donc il a appris ces techniques de quelqu'un, mais nous, on sait pas trop qui. On sait qu'il a fréquenté Jean Laribaud, qui est aussi un professeur de boxe, canne, sabre et tout ça. Laribaud, lui, il était dans la marine durant le Premier Empire. Il a même participé à la bataille de Trafalgar, entre autres, hein. Donc là, on est à la période entre fin 18e, début 19e. Mais Laribaud, il a pas appris tout seul. C'est pas une génération spontanée. Donc il a appris ces choses de quelque part. Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est très très compliqué de remonter parce qu'ils écrivaient pas forcément beaucoup, ou les écrits ont été perdus, ou on les a pas encore trouvés. Ça, c'est aussi une éventualité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les techniques sont nommées en français, avec des vêtements qui correspondent à la culture française. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une continuité. Ouais, on sait de sources sûres que c'est pas des techniques qu'on a importées d'ailleurs parce qu'elles sont nommées en français, qu'elles sont pratiquées avec des tenues françaises. Quand on a importé le judo, par exemple, on a tout de suite importé les judo-gi, les kimonos, donc on savait que c'était japonais. Là, on est sûr que c'est français. Puis en plus, et ça c'est quelque chose que quand même on peut pas retirer aux gens de l'époque, c'est que quand ils importent quelque chose, ils le disent parce qu'ils en sont fiers de l'importer. Régnier était tellement fier d'importer le jujitsu qu'il a même modifié son nom. Si un maître dit qu'il fait pas de choses asiatiques dans sa méthode, on peut le croire sur parole. Sinon, il en aurait fait une fierté en disant oui, mais moi je suis allé chercher les techniques supérieures dans des pays lointains. Donc on peut faire confiance sur leur bonne foi. Après, là où il faut toujours faire attention, c'est qu'il y a quand même une concurrence commerciale en disant ma méthode est la meilleure. Est-ce que c'est pas pour ça que Charlemont parle de lutte parisienne pour donner un nom à ce qu'il enseigne lui-même et en disant voilà, c'est la lutte de Paris, c'est ma lutte à moi. Ouais, il s'identifie comme ça, oui. C'est du commerce. Faut pas oublier que ces gens, ils en vivent, hein. Comme un professeur
ce qu'on appelle un coach qui va proposer ses cours, tout ça. Bon, ben, s'il se met pas en valeur ou s'il montre pas qu'il a quelque chose en plus que les autres, bon, ben, ça peut être compliqué pour lui de gagner un peu sa vie. Donc ces gens Et en du coup, vivent. Charlemont a fait partie d'une troupe de spectacle avec Louis Vigneron notamment. Ben, Louis Vigneron était professeur de boxe, professeur de canne, il connaissait la lutte, il faisait des exercices de force et le clou du spectacle c'était de tirer au canon à l'épaule. Bon, et les canons de bronze, hein. Donc il devait bien s'amuser, ouais. ah ouais, non mais les gars, ouais, c'était spécial. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas définir date précise de création. On a des pistes, on a des approximations, on a des certitudes, on va dire à peu près quand est-ce que ça apparaît, quand est-ce que c'est amélioré par une nouvelle personne, une personne qui arrive qui dit ben voilà, moi j'ai d'autres idées, il va développer le truc. Et Jean-X Brayat fait partie de ces gens-là où il va mettre en avant sa méthode de lutte et qui donnera aujourd'hui la lutte gréco-romaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a inventée. Donc du coup, si je comprends bien, dans les arts martiaux français, donc les méthodes qui sont pratiquées au sein des académies, il y a un truc qu'on appelle la lutte parisienne, mais on ne sait pas exactement de quand ça date. Alors, à mon avis, c'est un truc qui était déjà pratiqué au sein des armées, puisqu'ils apprenaient à se battre, tout simplement, mais ça a dû profondément se modifier quand ça s'est sportivisé à la fin du 19e, début 20e, non? Ouais, il y a une arrivée dans le monde civil un peu plus marquée, quoi. On voit déjà on va dire entre guillemets, le débarquement des arts martiaux, des arts militaires, on va dire. Voilà, le débarquement des arts militaires dans le monde civil au tout début de la Restauration sous Louis XVIII, parce que Ouais. Louis XVIII renvoie son armée. Bon, aujourd'hui, on pourrait pas comprendre le truc, mais en fait, Louis XVIII, il a vu son armée se retourner en un claquement de doigts pour revenir avec Napoléon Ier. Donc, il sait que son armée est pas fiable. Elle n'y y est pas du tout fidèle. Donc, à la fin, après Waterloo la dernière épopée, il renvoie littéralement son armée. Et donc, on a une arrivée massive de maîtres d'armes et de professeurs qui débarquent dans le monde civil, tout simplement parce qu'ils ont plus, ils ont plus de boulot. Ils étaient militaires, ils ne le sont plus. Donc, il y a énormément de salles qui s'ouvrent, et ainsi de suite. Donc, et tous ces gens-là, ils sont quand même très compétents. Ce sont aussi des polytechniciens puisque c'est leur métier d'enseigner l'art de la guerre. Donc ils savent tout faire, dont la lutte. Et bon, pour cette histoire de lutte parisienne, pas tomber dans le fantasme non plus, c'est intégrer vraiment une logique de projection et pas de combat au sol, hein. Vraiment une logique de projection dans un combat pied-point ou main armée, parce que c'est possible de le faire. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas rentrer en lutte pour rentrer en lutte. Si on veut faire de la lutte, on fait vraiment de la lutte française. Et si on veut apprendre la lutte parisienne, on est obligé de commencer par la lutte française. Donc si je comprends bien, il y a une différence notable entre la lutte française et la lutte parisienne. Ah oui, oui, carrément. Ok. Oui, la lutte parisienne, on va dire, c'est le dernier échelon d'apprentissage, puisqu'on intègre tout ce qui a été appris dans le cursus. Donc, on va tout séparer pour bien apprendre. On est obligé un petit peu de séparer quand même. Donc, la partie lutte française, on apprend la gestion des équilibres, des poussées, des tirades, tout ça, de faire tomber. La partie boxe, la partie escrime, les principes de l'escrime. Et puis au bout d'un moment, on arrive à un cumul, et ça, je pense que c'est Roger Lafont qui a le mieux expliqué l'idée qui est sous-entendue là-dedans, c'est le panaché. Le panache de combat ou le panaché français. C'est-à-dire, on est arrivé au bout du cursus, on arrive à un truc qui s'appelle le panaché, qui regroupe tout en même temps, mais qui est pas fait pour jouer avec. C'est plus du sport. C'est un art de combat, mais qui s'appuie sur tout un apprentissage de jeux, de règles, de conventions pour pas se faire mal, pour arriver à ce panaché où on sait plus vraiment ce qu'on fait vraiment, puisque tout est mélangé. Ok, donc en gros, c'est les arts martiaux mixtes français avant l'heure, quoi. Exactement, sauf que ça commence avec la chaussure armée et ça va potentiellement jusqu'au combat à la baïonnette, en passant par toutes formes de lames. Tout peut servir, quoi. Ouais, donc tout ce qui était enseigné au sein des académies, en fait. Des académies ou des salles d'armes ou dans les régiments. C'est moins séparé comme on peut le voir aujourd'hui ou comme on peut le penser. En fait, à l'époque, quand ils séparent, c'est vraiment pour pouvoir apprendre la spécialité dans le détail détaillé, si je puis dire. Donc, c'est vraiment être expert dans la boxe française, voilà, la gestion du pied armé, main libre. Mais ça ne fait pas de vous un lutteur, donc faut apprendre la lutte à côté. Et puis, quand les niveaux d'expertise sont à peu près équivalents, on mélange les deux. Et du coup, si je comprends bien, quand les gens vont apprendre la lutte parisienne, en fait, c'est parce qu'ils ont déjà appris
la canne, la boxe, etc. Donc ils ont déjà un bagage assez important. En fait, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est le dernier échelon. En fait, pour pouvoir placer un coup de lutte face à une personne qui sait déjà de quoi elle parle, il faut avoir un coup d'œil, un temps d'action, il faut être extrêmement bon, sinon... Parce que saisir la jambe, à la rigueur, on peut le faire, mais ça peut être un piège. Il y a des techniques pour frapper une personne qui vient de vous saisir la jambe ou pour se dégager. Je veux dire, c'est même des pièges. On peut faire des pièges sur ça où on attend justement que l'autre attrape. À partir du moment où il a les deux bras posés sur la jambe, ben, il a plus de garde, quoi. Donc, il peut très bien prendre un bon coup dans le visage on peut poser les mains au sol en se retournant pour envoyer un coup de pied dans le jeu. Enfin, je veux dire, il y a plein de techniques qui fait que attraper la jambe peut être très compliqué pour celui qui l'a attrapé. Et techniquement, concrètement, elle ressemble à quoi cette lutte parisienne? Parce que comme il n'y a pas de sol, c'est très différent de la lutte américaine. Et c'est que des projections pour ramener l'autre au sol, mais une fois que l'autre est au sol, ça Il est termine KO. le mouvement. Ok. Non, en général, quand il est au sol, il a très très mal. Soit il peut plus se relever, soit il a plus envie. Ok, donc les projections sont faites non pas comme en judo de manière à projeter l'autre de manière safe, mais de manière à lui faire mal dans la projection, en le faisant mal en tombant. Il faut littéralement qu'il s'écrase sur le sol. Et ça, le Charlemagne est très clair là-dessus. Le but, c'est que le pavé termine le travail, quoi. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas du sport. Parce il y a pas de volonté de sauvegarder l'intégrité physique de l'autre. Ok, et techniquement, comment elle se pratique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kimono comme en judo, donc ils se ceinturent ou ils s'attrapent les vêtements? Comment ils font les projections? Alors là, souvent ça part à partir d'une saisie à la jambe quand même, ou si l'adversaire a une tendance à avancer, à faire une ceinture. Mais pareil, les ceintures elles vont pas venir comme ça. Il va y avoir un exercice préparatoire qui consiste souvent en coup de genou, coup de coude ou coup de tête. Parce que ça aussi, quelque chose qui, alors souvent on me l'a reproché avant, mais parce que j'avais pas assez de connaissances, je pouvais pas répondre. Mais j'ai trouvé les sources qui expliquaient tout, notamment d'un militaire qui était commandant de Joinville et qui explique donc que dans la lutte, les coups de coude, les coups de genoux et les coups de tête font partie intégrante de la rentrée en lutte. C'est pour ça qu'on les trouve pas dans les traités de boxe. Souvent on me dit, il n'y a pas les coups de coude, il n'y a pas les coups de genoux dans les traités de boxe française anciens. Ça veut dire que vous les pratiquez pas? Non, c'est pas qu'on les pratique pas, c'est que ces techniques sont à ranger dans la catégorie lutte, parce que c'est d'une distance de lutte. Intéressant. Et donc du coup, est-ce qu'ils les mettent dans la lutte française ou dans la lutte parisienne qui est le dernier échelon? La lutte française, c'est un jeu pour apprendre la lutte, donc on ne donne pas de coups. Le but, c'est de surtout ne pas faire mal. On projette pas l'adversaire, on l'amène au sol. Donc la lutte française, si je comprends bien, c'est l'exercice pédagogique pour apprendre les mouvements de lutte. Et la lutte parisienne, c'est l'utilisation pratique des mouvements qu'on a appris. La lutte parisienne, c'est de la défense. Et les coudes et les genoux dont tu as parlé, ça va intéresser les gens qui pratiquent les boxes thaïlandaises par exemple ou les boxes chinoises. Il y a beaucoup de coups de coude et de coups de genoux dans ces boxes asiatiques. C'est vrai qu'on ne retrouve pas beaucoup l'idée que ces coudes et ces genoux existent dans les arts martiaux français. Pourtant, ils sont présents, mais présents dans la lutte. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'idée de ce... Parce que la lutte, pour nous, on a la vision un peu cartésienne. C'est-à-dire que la lutte, c'est de la préhension, on attrape. Et après, les pieds-points, c'est de la frappe, c'est de la percussion. On sépare bien les deux trucs. Eux, non. Le faisait pas comme ça. Pas dans la vision traditionnelle. Les coups, les impacts. Alors, en lutte gréco-romaine, donc qui est un sport, et qui est une évolution sportive de la lutte française, qui est une école. Oui, faut bien voir le truc. Ils appellent ça des pressions ou des poussées. C'est-à-dire que, par exemple, on va presser les mains sur les côtes flottantes. C'est pas une frappe, mais on va presser les mains là, pour faire tordre un peu, pour déstabiliser. Vous voyez que le gars il se plie un peu là pour pouvoir placer un coup de lutte. Où on voit souvent des pressions avec la tête au thorax. En fait, ces pressions, plus elles vont vite, plus c'est des frappes, quoi. Et donc, dans l'idée de la lutte de combat, eh ben, c'est pas des pressions qu'on met, c'est des frappes. Ben, par exemple, pour le bras roulé, la technique du bras roulé. Donc, en fait, tu saisis le poignet et tu enroules ton bras par-dessus pour l'amener au sol. Eh bien, en fait, au passage, tu peux soit mettre une gifle au passage, soit un coup de coude au menton, en même temps que dans la foulée, tu attrapes le bras. Ça Donc, ressemble un peu à la lutte de frappe sénégalaise, dans une certaine peut-être, mesure. je connais, on m'a souvent parlé de la lutte sénégalaise, j'ai pas jamais eu le temps de trop m'y occuper, j'ai déjà fort à faire ailleurs. Il faut attendrir la viande pour passer un bon coup de lutte. Techniquement, il y a deux approches. Une approche gentille, école de lutte pour apprendre, ça s'appelle la prise de corps. Donc, prendre le contrôle du corps de l'adversaire pour pouvoir l'amener au sol, sans lui faire mal. C'est-à-dire qu'on pose un genou au sol et on le fait rouler au sol. Il faut pas qu'il y ait d'impact. Parce qu'à l'époque aussi, il n'y a pas de tatami. Les gens s'entraînent sur des tapis au sol, quoi. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas d'amortissement.
amorti. Je veux dire, on se fait très très vite mal hein, si on fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a une approche très protectrice de la lutte française. Et puis il y a une approche où la prise de corps se fait sur une erreur de l'adversaire, sur un contretemps, tout ça. Et là, on met donc un coup de genou, coup de tête, coup de coude, pour pouvoir avoir le temps de placer le coup de lutte suite à l'impact. Ouais, Un coup de coude dans le menton, ça fait c'est très mal. c'est marrant parce que c'est un petit peu la même vision qu'avaient les profs de taijutsu dans les années 80-90. Tu sais, le jujitsu est arrivé dans les années 1905-1910, ensuite il y a eu le judo, et ensuite ils ont essayé de refaire un mix entre judo et karaté quand le karaté est arrivé dans les années 50-60, et du coup ce mix ils l'avaient appelé taijutsu. Dans les années 80-90, ils faisaient un peu ça, c'est-à-dire qu'ils mettaient toujours une frappe avant de faire une projection. Après, il faut se poser la question d'où venait notamment le créateur Roland Ernest, quel était le cursus de Roland. Hein. Il venait de l'instruction du fort carré d'Antibes, du corps à corps français. Effectivement, ces méthodes-là étaient pratiquées par les instructeurs au Fort Carré, les moniteurs de sport de combat de l'armée. Mais d'après ce que j'ai compris, ils ne pratiquaient au Fort Carré, en tous les cas, la boxe, la lutte, même le judo à un moment, que dans l'idée de préparer le corps et l'esprit, pas dans l'idée d'une utilisation, comment dire, militaire de ces techniques-là, sauf le jujitsu qui était à un moment le même mot que le close combat. En fait, les deux mots se remplaçaient l'un l'autre. Et là, oui, ils utilisaient le close combat et le jujitsu pour zigouiller les sentinelles par derrière, etc., quoi. Le close combat, c'est la version anglaise du mot corps à corps à la française et qu'on retrouve déjà bien avant. Je veux dire, c'est avec le nombre de batailles qu'a eu à livrer la France, le corps à corps ils savent faire. Hein. Et juste des effacements de mots, de remplacement de mots par un autre, parce que c'est des modes aussi. Hein. Ouais, le jujitsu, ouais, ça a été la mode. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir Roland Ernest au téléphone il y a quelques années. Et j'avais posé la question, est-ce que par rapport à ce qui était enseigné au Fort Carré d'Antibes et au Jiu-Jitsu, est-ce que c'était la même chose? Il disait non, ça n'a rien à voir ni dans la vision, ni dans l'approche, puisque vraiment, ce qu'ils apprenaient au Fort Carré d'Antibes, c'était de la violence, quoi. C'était pas de la défense, c'était de la violence. Le but, c'était de briser, de casser, de tuer, quoi. En tout cas, c'est son témoignage. Hein. Il y a vraiment une vision française du corps à corps. Ils ont mis des saupoudrés avec un peu de Jiu-Jitsu par-ci par-là, mais au final, rien que dans la mentalité, ça n'a rien à voir. Et pour en revenir aux arts martiaux français, donc il y a la lutte française qui est une méthode pédagogique d'enseignement des mouvements. Ensuite, il y a la lutte parisienne qui est le dernier maillon de la chaîne quand on a appris la boxe, la lutte française et qu'on veut utiliser les mouvements de lutte dans les phases d'assaut. Et en plus de la lutte française, est-ce qu'il y a d'autres styles, d'autres systèmes de lutte qu'on pratique en France? La lutte libre. Alors c'est quoi la différence entre la lutte libre et la lutte parisienne du coup? Déjà, on va faire la différence entre la lutte française et la lutte libre. On va commencer par le premier maillon d'apprentissage. Donc la lutte française, c'est la reprise littérale hein, des conventions d'usage des luttes provençales. On appelle les luttes à demi-homme. C'est-à-dire que on ne peut saisir que le haut du corps, les bras et la nuque, et la tête un petit peu, en veillant à ne pas faire mal. Mais on n'a pas le droit de saisir aux jambes. Alors au début, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas saisir aux jambes, tout ça? Et puis aussi l'obligation d'avoir un genou au sol pour pouvoir amener au sol. C'est-à-dire qu'on peut pas charger le type et le balancer sur le sol. Et tout simplement, pour revenir à l'explication numéro 1, il y a pas de tatami, il y a rien pour amortir la chute. Donc si on commence à charger le gars et à lui faire une projection, il joue une fois. Et du coup, ces luttes provençales, donc c'est des luttes qui historiquement viennent d'où? C'est vraiment typique de la Provence ou c'est des luttes qui... Et c'est très présent en Provence, c'est culturel en Provence, vraiment. Okay. Il y en a partout sur le territoire, puisqu'il y a bien la lutte bretonne, il y a des luttes... La lutte, c'est le rituel viril par excellence pour l'histoire de l'humanité tout court. Je veux dire, le moyen le plus facile, avec le moins... il y a besoin de peu de matériel, tu vois, pour pouvoir permettre à des futurs guerriers de s'aguerrir, de développer l'esprit de résilience, de combat, l'intelligence du combat, le coup d'œil, la vision, tout ça. C'est vraiment le premier moyen pour pouvoir former de jeunes hommes à leur futur métier qui peut être la guerre, ou du moins pour leur rituel de passage de l'enfant à l'homme adulte. Donc c'est pour ça qu'on en trouve partout de la lutte. Et du coup, tu me disais que la lutte libre s'inspire beaucoup de ces luttes provençales, mais la lutte libre, alors c'est quoi? Donc la lutte française s'inspire des luttes provençales. La lutte libre, elle porte son nom, elle est plus libre, elle est moins conventionnée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas conventionnée, mais elle est moins conventionnée, et on peut surtout s'amuser à aller chercher au niveau des jambes, tout ça. Mais c'est une lutte un peu plus dangereuse, puisque quand on saisit une jambe, il y a plus de propension à faire tomber de haut. C'est plutôt des gens aguerris qui vont pouvoir s'y exercer et avoir il faut un matériel conséquent sur le sol, parce que sinon, là aussi, on peut se faire très très mal. Hein. Déjà, même sans vouloir faire mal, on peut faire mal. Alors quand on a l'idée de projeter, ça peut faire très très mal.
Et cette lutte libre, elle apparaît au même moment que la lutte parisienne ou avant ou... Pour moi, la lutte libre, c'est juste la continuité de la lutte française, de la lutte à demi-homme. C'est juste une continuité d'apprentissage. Tu commences par une lutte gentille, voilà, très bien pour les enfants en plus, puisque franchement, à chaque fois que j'ai fait des stages de lutte française aux gamins, ils se sont régalés parce qu'ils ont un moyen d'exprimer un certain niveau de violence, tout en sachant qu'il y a des règles très claires à comprendre, très strictes et très claires, qui sont très simples. C'est-à-dire, on ne fait pas mal. Et donc, eh ben, ils peuvent parler avec un certain langage de violence qui est contenu et avec l'assurance de se dire oui mais on va pas se faire mal parce que les règles nous protègent et qu'on est d'accord pour pas se faire mal quoi. Et donc après on bascule sur la lutte libre donc où on peut faire des choses beaucoup moins conventionnées, ben, chercher les lignes basses, faire des saisies, des arrachés du sol, relever, enfin voilà. Et cette lutte parisienne, elle, c'est juste, on prend le substrat de ce qu'on a appris dans la lutte école et la lutte libre, et on la fonde littéralement, on l'amalgame avec le principe de la boxe et du combat à main armée. C'est juste une continuité, c'est pas un truc, des gens qui ne connaissent, qui n'ont aucune conscience de la lutte, tu peux pas leur faire un cours de lutte parisienne, ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal tout seuls en plus, hein, parce qu'ils savent pas, ils ont pas la force physique déjà pour se tenir debout en portant quelqu'un ou en le projetant. Ils vont se faire mal parce qu'ils savent pas tomber. Ils vont se faire mal parce que en voulant saisir une jambe, ils vont mettre deux plombes à réagir. Ils vont se prendre une droite. Je veux dire, c'est vraiment, c'est pas fait pour le débutant. C'est vraiment, Ok. faut respecter cette ligne d'apprentissage pour arriver à cette fameuse lutte parisienne. En fait, c'est quoi? C'est une lutte intégrée. C'est une lutte intégrée. Donc si je comprends bien, il y a en fait plusieurs systèmes de lutte qui coexistent. On a la lutte française qui est un éducatif, on a la lutte libre qui est la version un peu plus vénère déjà, et ensuite on a la lutte parisienne qui est l'utilisation de ce qu'on a appris dans la lutte libre dans des phases où il y a aussi du pied-point, des percussions. Et on a parlé des luttes provençales et de la lutte bretonne par exemple. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots c'est quoi les différences entre la lutte bretonne, la lutte provençale? Est-ce qu'il y a des différences techniques, culturelles? Pour la lutte bretonne, d'office, ils peuvent utiliser les jambes. Alors, si je me souviens bien des règles, hein, les jambes s'occupent des jambes et le haut du corps s'occupe du haut du corps. C'est-à-dire que je crois qu'on peut pas attraper les jambes avec les bras. Par contre, on peut crocheter les jambes de l'autre avec ses propres jambes et saisir le haut du corps avec ses bras pour l'amener au sol. Je crois qu'il y a des projections aussi dedans, ou du moins on peut le jeter au sol, chose qui n'est pas dans la lutte française. Alors, pour ceux que ça intéresse, vraiment d'avoir une version, on va dire ancienne, fin 19e de la lutte bretonne, vous pouvez regarder dans le livre de Georges Hébert, Ma leçon type, où bon, il développe sa méthode. Et il y a un chapitre sur la lutte française, où il décrit parfaitement. Et c'est grâce à ce livre que j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était la lutte française en vérité. Et une chapitre de lutte à veste, et où en fait c'est la lutte bretonne. Alors pourquoi ça s'appelle lutte à veste? Parce qu'ils ont des vestes, et qu'on peut Oui, mais saisir la veste. de quel type précise? Alors, ce sont des vêtements traditionnels bretons, c'est des chemises typiquement françaises, on va dire, enfin, du moins, culturellement, qui correspondent à ce qui se fait en Europe au niveau des chemises, c'est-à-dire, c'est pas un gui, hein, c'est des chemises qui s'enfilent comme un pull, c'est ouvert jusqu'ici, il y a un col, bah, c'est pas une veste croisée en gros drap. Du coup, ils peuvent se servir de cette veste pour projeter, ce que ne peuvent pas faire les pratiquants de lutte libre. En lutte libre, ils sont torse nu, comment ils sont? Et ben, ils ont une combinaison très juste au corps, on peut pas saisir, enfin, c'est juste la combinaison, elle est juste là pour pas qu'il soit nu, quoi. Les techniques sont élaborées pour saisir ce qu'on appelle à bras le corps, hein, et donc faire du contrôle de la prise de corps. C'est vraiment, on saisit le poignet. Si on attrape le poignet, c'est pas la manche qu'on attrape, c'est le poignet ou c'est le coude ou c'est sous l'aisselle ou enfin voilà quoi. Il y a pas, Ouais, on donc on s'aide attrape pas. le corps lui-même. Voilà, c'est une saisie à bras le corps. Et toutes ces luttes donc coexistent, en fait, elles existent dans les mêmes temporalités. Est-ce qu'il y a des maîtres qui sont spécialisés dans l'une ou l'autre, des gens très connus dont tu aimerais dire un mot? Bien sûr, il y a des gens qui en font leur spécialité et ça veut pas dire qu'ils savent pas faire autre chose. Ça, c'est un gros problème aussi de notre temps à nous, c'est qu'on a du mal quand on est vraiment matrixé, entre guillemets, dans la vision fédérale sportive, il est incompréhensible de voir qu'un homme peut faire et de la lutte, et de la musculation, et de l'haltérophilie, et de la boxe, et des armes, et autre chose, et autre chose. En fait, ils sont pas spécialisés. Mais dans le lot, après, il y a des gens qui, ils tirent leur épingle du jeu, ils sont plus forts, ils sont plus compétents dans un domaine. Et alors là, on a eu des troupes de lutte, il faut énormément de lutteurs en France, de tradition de lutteurs. Arpin le Savoyard, ouais, François le Bordelais, Vigneron, il était un petit peu lutteur aussi. C'est des dizaines. On pourrait écrire un bouquin, Paul Ponce. Là, il y a justement, Fabien a fait une série de vidéos témoignages sur la vie de Paul Ponce, un
des plus grands lutteurs en France, hein, Paul Ponce. Léonville aussi, qui a écrit un traité. Il y avait Hugues Coudol, dit Cadet de Moissac. Des noms, on peut en faire des livres entiers quoi, de lutteurs. Et ces gars-là, est-ce qu'ils se connaissaient et ils échangeaient ou est-ce qu'ils étaient dans diverses régions de France? Comment ça se présentait? Alors, ils étaient dans diverses régions de France, mais ils se connaissaient tous parce qu'ils se retrouvaient lors de grandes manifestations. Ils organisaient des grands moments, quoi, ou des grands assauts. Et dans ces soirées de grands assauts, ben, vous aviez de la boxe, de la lutte, de la canne. Voilà, il y avait toujours pareil. C'est comme si, par exemple, ben, on va dire pour l'escrime olympique, entre chaque match d'escrime olympique, ben, vous auriez deux lutteurs qui eux joueraient leur championnat de France. Puis juste après les lutteurs, vous aurez des canistes. Puis après, il y aurait, tu vois. C'était vraiment tout mélangé. Et puis les professeurs mettaient leurs meilleurs élèves pour promouvoir leur méthode. Et après, encore à côté de ça, il y a aussi la grande tradition des spectacles de lutte, la lutte de foire. Là, on est vraiment, c'est l'ancêtre du catch qu'on peut comprendre comme on le voit aujourd'hui aux USA notamment. Le catch, ça a une origine aussi, c'est une grosse origine en France aussi, puisque avec la lutte de foire, et ça, Léonville, je conseille la lecture, explique vraiment, c'est vraiment, c'est du spectacle, c'est du chiquet, c'est du spectacle. Le but, c'est vraiment de faire avoir des entrées. Donc, eh ben, ils mettent en avant des lutteurs avec des physiques incroyables, des noms de fous furieux, de super-héros. Voilà, il y a vraiment toute, je veux dire, c'est hyper populaire en fait. Ouais, pour le grand public, faut comprendre que c'est pas à proprement parler un sport de développement du corps et de l'esprit comme on les imagine de nos jours, c'est plutôt du spectacle en réalité. C'est les C'est deux. beaucoup plus. C'est les deux parce que pour pouvoir vendre des places, il faut des lutteurs ils ont quand même un physique. Et ben pour avoir ce physique, il faut faire de la muscu. Donc d'office, ce sont des gens de force. Et pour pouvoir soulever le camarade, pour pouvoir placer une belle technique de lutte, faire du beau spectacle, il faut une présence physique, il faut de la puissance. Et ça, on est obligé donc d'avoir un corps développé, un développement du corps comme il faut, quoi. Il faut être beau. Il faut proposer quelque chose qui donne envie de venir, quoi. Donc Tu as parlé des grands événements qui réunissent ces gens-là. C'est quel genre d'événements? Est-ce que c'est des grands galas? Qu'est-ce qu'ils font comme événement au 19e ou 20e? à la fin du 19e, il y a un truc qui s'appelle l'assaut concert. Et là, en fait, vous allez avoir donc une grande salle de spectacle hein, avec une zone de combat au centre, un concert en même temps, donc des musiciens, et toute la soirée va se rythmer avec les repas autour, les tables, les gens peuvent manger autour. Ouais, c'est le dîner-spectacle vraiment, ouais. C'est un dîner spectacle, mais c'est exactement ça. Et donc, eh ben là, on va dire, ben voilà, il va y avoir cette troupe de musique qui va jouer pendant la soirée. Et puis, pendant la soirée, il va y avoir la grande rencontre, le combat du siècle entre un tel et un tel. Puis, il va suivre le combat de lutte entre un tel le magnifique contre un tel le savoyard, et ainsi de suite. Et donc, la soirée va s'échelonner comme ça, avec des grands assauts de personnes connues et reconnues, plus la musique, plus l'ambiance qui va avec un peu les repas, le restaurant et tout. Enfin voilà, ça a été une mode à une époque, ça se faisait beaucoup, quoi. Et du coup, ces gars-là, ils se retrouvaient dans ces événements et ils faisaient des assauts conventionnels ou c'était des combats avec des paris? Comment c'était? Alors, le combat parier en France, c'est très compliqué. Le combat parier, c'est l'Angleterre. Là, on est plutôt quand même sur du beau jeu, de l'assaut courtois, hein. On cherche pas à avoir le sang. C'est vraiment même mal vu, hein. En fait, là aussi, ça c'est dans le livre de Jean-François Loucher. Oui, Loucher ou Loucher, je Ouais. crois. Il explique bien le contexte là, c'est que au 19e siècle, la France elle a 9 changements de régime. Ouais, 9 changements de régime, c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu tumultueux. Donc les autorités, tous sous le Second Empire, qui voulaient pacifier un peu les choses, arriver à stabiliser un peu la situation, donc passent des lois pour interdire les effusions de sang en spectacle. Et on peut aller en prison, hein. Vous organisez un combat de boxe anglaise, les gars ils commencent à avoir la gueule en sang. Si les gardiens de la paix arrivent à ce moment-là, c'est tout le monde en prison. C'est illégal. Et c'est le fait qu'il y ait du sang en spectacle est illégal. Donc du coup, notamment pour la lutte, si on veut pas de blessures et si on veut pas que ça finisse mal, on va commencer à dire bon on va arranger des séquences durant l'assaut de lutte. Il y aura des moments libres et des moments un peu plus chorégraphiés entre guillemets pour faire du spectacle et de deux être sûr de pas se faire mal. Et je pense aussi à un truc, mais corrige-moi si je me trompe. Je pense que ce spectacle, il était destiné à des gens plutôt de la haute société qui venaient pas voir un combat de rue, mais qui venaient voir justement un spectacle pensé pour eux, pour ces élites de la haute société. Au niveau de la musique, on était quand même sur la bonne musique, quoi. Ouais, c'est pas du tam-tam et du tambour, quoi. Voilà, on n'est pas sur, voilà, sur des trucs bas de gamme quand même. On est sur de la belle soirée, quoi.
Ouais, c'est de la musique de chambre, c'est des beaux orchestres. Et puis, je Et pense puis, que si, il y a les si femmes c'est qui des... viennent, il faut être sûr du coup quand même, hein. Faut pas se louper parce que si jamais tu fais un spectacle comme ça dirigé vers la haute société, enfin pour un public issu de la haute société et que les gars ils s'arrachent la tête. D'ailleurs, ça s'est passé ça pour le jiu-jitsu. Je sais plus en quelle année exactement, mais il y a eu un combat entre deux professeurs de jiu-jitsu ou un professeur de jiu-jitsu et un autre. Non, c'est le combat revanche. C'est le combat revanche entre Régnier et je sais plus qui lui a mis un coup de tête et qui lui a éclaté le nez. Il y a eu plusieurs affaires. Donc il y a effectivement l'affaire Régnier où alors lui aussi il s'est fait avoir à son propre jeu puisqu'il disait il voulait défier tout le monde avec le jujitsu mais on n'avait pas le droit de taper avec les poings ni avec les pieds. Voilà, il préparait le terrain pour que ça ce soit favorable à lui, à son style, sauf qu'il n'avait pas pensé au coup de boule, quoi. Et bon ben manque de bol, il y a un lutteur qui était dans la place et le coup de boule c'est une entrée en lutte, quoi. Donc il lui a satellisé le nez et puis c'était fini. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce combat, je crois, que la mode du jiu-jitsu a commencé à s'estomper parce que le public a été choqué d'un tel spectacle. Il y a eu aussi une affaire entre deux Japonais. C'est ça, c'est celle-là que je voulais parler, où donc les deux Japonais s'empoignent, et en fait c'était tellement nul à regarder que tout le monde a commencé à dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et tout le monde est parti, et donc du coup les deux Japonais c'était fini, parce qu'en fait ben, il faisait ce qui se fait actuellement en grappling, quoi. Et je crois qu'il y en a un qui a aussi, enfin il y a un article de presse, je ne sais pas si on parle du même événement, mais il y en a un qui a attrapé l'autre par ses parties intimes. Et donc ça a fait une très mauvaise presse au jiu-jitsu après ça et ça a été terminé. En fait, si vous voulez, d'un côté, vous avez des types comme Charlemont, Dubois, les frères Lecourt, les Vignerons, tout ça, où les gars, ils ont quand même, quand ils font leur technique, on sait plus faire la différence si c'est de la danse de haute volée ou si c'est de la boxe, parce que les gestes sont parfaits, les équilibres sont parfaits, tout est impeccable, quoi, et puis c'est beau à regarder. Et après, vous avez deux gars en train de se chiffonner par terre au sol, en train de s'attraper par les parties. On n'est pas sur le même niveau, quoi. Et ça n'a pas Ouais. plu du tout. Et après, tu pourrais me poser la question, je te force un peu la même, vis-à-vis de la police qui intègre le Jiu-Jitsu dans ses rangs. Alors ça aussi, je veux tordre le cou à un truc. Les défendants du Jiu-Jitsu ont tendance à dire, ben oui, ben ils mettent le Jiu-Jitsu parce que le Jiu-Jitsu est supérieur voilà, avant il y avait rien et puis grâce au Jiu-Jitsu, il y avait quelque chose. Et en fait, c'est pas ça la réalité. C'est pas ça du tout la réalité. La réalité, c'est que ben, il y a des problèmes de la fin on va dire à la fin du Second Empire jusqu'à les années 1905-1910. Il y a beaucoup d'articles de presse qui ressortent, du moins des témoignages des gens qui disent que les arrestations de la police sont trop violentes. Techniquement, les gardiens arrivent, ils tapent et après ils posent des questions. Et donc il y a, au bout d'un moment, la préfecture de police de Paris, bon, il faut qu'on trouve une solution pour calmer les esprits, et puis débarque le Jiu-Jitsu. Alors le Jiu-Jitsu qui est mis en place dans la police française n'est pas le Jiu-Jitsu de Régnier. C'est autre chose encore. C'est une technique qui a été développée au Japon, certes, mais une technique d'interpellation avec une supériorité numérique. C'est-à-dire que la police japonaise utilise un Jiu-Jitsu spécial où on est au minimum à 2 ou à 3 contre 1 pour immobiliser la personne, donc la soumettre par des torsions articulaires, certes, mais on est quand même 2 ou 3 dessus. Alors que le système comment fonctionnent les policiers à cette époque-là en France, souvent ils patrouillent tout seuls. Ils patrouillent tout seuls, donc ils peuvent pas s'amuser. S'ils tombent sur une risque ou qu'ils se font voilà, ou bagarre, ils arrivent au milieu, ils peuvent pas s'amuser à contrôler un gars. Et s'ils gardent avec un gars contrôlé au sol et qu'ils attendent, techniquement il est neutralisé puisqu'il peut plus rien faire. Il tient une personne au sol. Donc ils avaient l'habitude de taper, quoi. De taper. Et puis en plus ils apprenaient la boxe française et la lutte, ils savaient faire. Donc quand vous mangez du pavé parisien suite à une projection, je peux vous assurer, vous n'avez pas envie de vous relever, quoi. Et donc, cette histoire de Jiu-Jitsu, ça a été intégré dans la formation pour pouvoir baisser le niveau de violence, en fait, et rendre les interpellations moins destructrices pour les interpellés. C'est marrant parce qu'on pourrait dire les grands esprits se rencontrent parce que moi j'ai écrit, là je suis en train d'écrire ma thèse en ce moment. Moi je travaille sur l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Mais j'ai écrit un peu plus de 120 pages d'introduction. Et dans cette introduction, je reviens sur l'histoire du judo en France et du jiu-jitsu. Et j'ai écrit, et apparemment on se rejoint là-dessus, qu'au début du XXe siècle, la conscience collective à propos du niveau de violence acceptable appliqué par la police change. C'est-à-dire qu'avant, au 19e, on part du principe que le policier, s'il tabasse plus ou moins quand il arrive, c'est de bonne guerre. Et fin 19e, début 20e, les consciences évoluent et on part du principe que le policier, il doit maîtriser ou mettre hors d'état de nuire l'agresseur sans lui dégommer la gueule. Et c'est là que le jiu-jitsu arrive. Alors j'ai lu attentivement les travaux de Michel Brousse qui a travaillé là-dessus sur l'arrivée du jiu-jitsu en France. Et on remarque effectivement que c'est un jiu-jitsu qui intéresse les policiers
Non pas dans la mesure où c'est l'art martial japonais traditionnel, etc., mais dans sa mesure utilitariste, c'est-à-dire que c'est l'outil qu'on attendait pour pouvoir répondre à ce besoin qui est d'arrêter les gens sans leur éclater la gueule. Mais disons que dans les faits, c'est appliqué avec plus ou moins de succès, parce que bon. Alors, je te conseille la lecture du traité de Péchard, du commissaire Péchard, donc qui est un fervent défenseur de la cause du Jiu-Jitsu dans la police. En préambule, il explique une interpellation n'est pas une bagarre de rue. Il rentre pas dans les détails, mais on comprend ce que ça veut dire. Il y a aussi, pour le Jiu-Jitsu à cette époque-là, je crois qu'Émile André, il avait fait un truc... oui, Émile André. Ah, mais il y a une mode, hein. Alors même le combat Régnier Dubois, hein, donc le combat, le fameux combat de boxe française contre le Jiu-Jitsu, où Régnier gagne son combat en quelques secondes. Bon, il faut enfin, une fois pour toutes, en finir avec ce truc. C'est un coup monté, en fait. Régnier, Dubois et Desbonnets, donc ils sont trois larrons. Ils se connaissent, ils sont bien copains. Et leur objectif, comme je te le disais au tout début, ces gens-là, c'est quand même de gagner leur vie. Donc, avec le Jiu-Jitsu et le fait que la France, en général, est assez fascinée par ce qui vient du Japon, ils se disent, il y a un coup à jouer, on organise un spectacle chiqué, mais ça, tout le monde a l'habitude, vu que dans la lutte de foire, c'est du chiqué, on en a partout, quoi. C'est pas exceptionnel, c'est ultra banal, en fait. On va organiser un combat chiqué où le Jiu-Jitsu, il gagne en quelques secondes pour prouver que c'est le truc le plus efficace du monde, quoi. Et donc, c'est ce qui se passe, ça a été filmé et tout, voilà. Et il y aura jamais de match retour. Il y a jamais eu de... Dubois ne dira jamais, ouais, mais je veux ma revanche, tout ça. Il accepte d'office, oui, ça y est, c'est bon, j'ai perdu, donc c'est que c'est vrai, quoi. Et en fait, le but, c'était de créer donc des écoles avec Régnier pour faire venir des gens, pour prendre du fric, enfin pour gagner de l'argent. Donc cette histoire du combat du siècle, Jiu-Jitsu boxe française, c'est une arnaque. Parce que le but, c'était en fait, c'était un combat truqué pour pouvoir promouvoir le Jiu-Jitsu. Enfin ça arrive, c'est l'histoire de l'humanité, je pourrais dire. Ouais, c'est vrai que dans les combats de cette époque, c'est monnaie courante. Par contre, je savais pas, tu vois, que le combat était truqué. Mais moi qui ai fait des recherches, peut-être Ils sont tous copains. Oui, alors Régnier et Desbonnets, c'est évident, puisque c'est même Desbonnets qui envoie Régnier apprendre le Jiu-Jitsu en Angleterre, en lui disant, tu vas apprendre là-bas, tu vas revenir, on va ouvrir une école, on va faire du pognon. Par contre, avec Desbonnets, avec Dubois, ça je savais pas, tu vois. Je savais pas qu'ils étaient... Georges Dubois, c'est lui qui a mis en place le principe de l'escrime artistique de spectacle. Le spectacle, il connaît Dubois, c'est aussi son truc. Tous ces gens-là sont dans le monde martial, mais ils sont des martialistes, pour de vrai. Mais ce sont aussi des gens de spectacle, ce sont des publicitaires, mais c'est normal, hein, ils en vivent. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une époque, au début du XXe siècle, qui n'est pas du tout la nôtre. Il n'y a pas de sport bénévole, il n'y a pas d'enseignants bénévoles, c'est tous des mecs qui font ça pour en vivre. Donc s'ils ont 200 élèves de plus, en plus j'ai eu l'impression, d'après ce que j'ai lu, que les leçons étaient parfois assez chères. Donc c'était des leçons destinées à des gens qui étaient plutôt aisés. Et c'est sûr que si tu fais de la publicité, c'est un investissement pour avoir plus de clients. Et comme ils ne sont pas du tout bénévoles, je crois que d'ailleurs que les premières salles où sont enseignés le Jiu-Jitsu en France, ça se voit qu'ils ne sont pas bénévoles parce que c'est des salles magnifiques avec des lustres au plafond, avec des grandes fenêtres. Donc c'est des trucs qui sont faits évidemment sur un principe mercantile en réalité. Et donc suite à ce combat, il y a Charles Charlemont qui réagira et qui écrira un article très intéressant en expliquant que ce qu'a montré le Jiu-Jitsu de Régnier, en fait c'est un truc qui est connu depuis très longtemps, depuis des siècles en Europe. Il explique même que dans son école avec son père, ils le font, des trucs comme ça. Et ils n'ont pas eu besoin des Japonais pour le faire. C'est connu, mais ça ne veut pas dire qu'il enseigne tout le temps, mais je pense qu'ils enseignent aux gens fiables, entre guillemets. Mais ils savent le faire. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Et là aussi, donc je vais revenir sur la lutte, après cet intermède, par exemple sur la lutte française, où il y a interdiction de faire mal. Et donc, dans les interdits, il est interdit donc de briser et de tordre les doigts. Donc, c'est-à-dire que quand c'est pas interdit... Si tu veux, on n'interdit pas un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de loi actuellement qui interdise aux soucoupes volantes de se poser... Donc, on interdit quelque chose qui existe. Donc, les interdits, c'est on ne tord pas les doigts, on ne tord pas les articulations, on ne cherche pas à faire des luxations, on n'essaye pas de briser les articulations, on n'étrangle pas, on ne fait pas de collier de force. En fait, par cette lecture en négatif des règles, tu dis, ah oui, en fait, si c'est interdit, c'est qu'ils savent le faire. Mais est-ce qu'ils savent faire... Alors, on peut penser qu'évidemment, ils savent faire les projections, les crochetages, les amener au sol, mais je pense, peut-être que je me trompe, que dans le Jiu-Jitsu, il y a quand même des manières de faire qui n'existaient pas encore en France. Par exemple, tout le combat au sol, les étranglements sanguins au sol, ce genre de choses. Si ça existe. Ça, on le sait, puisque justement, il y a les pour et il y a les anti sur le jeu, la lutte au sol.
Voilà, il y en a qui considèrent que à partir du moment où il commence à aller au sol, ben, c'est pas beau à regarder, donc il vaut mieux se relever. Et puis d'autres qui disent, ben non, on est au sol, donc on continue, on essaye de... Il y a des vidéos, on a retrouvé des vidéos justement de phases de lutte au sol où je retrouve, mais vraiment au millimètre, les techniques que je lis dans les traités. C'est-à-dire Ok. Il y a donc des techniques codifiées de combat au sol avec des prises articulaires, des torsions articulaires, ou comment ça se passe? C'est que des immobilisations? on est sur l'idée générale quand même, c'est de d'amener l'autre à avoir les épaules au sol. Si on veut faire mal, on le projette et on le tape quand il est par terre. Oui, c'est vraiment MMA basique, c'est-à-dire projection, ground and pound, et jusqu'à ce qu'il abandonne ou qu'il soit hors de combat, quoi. Ouais, ouais, ou même quand on le projette, on va pas au sol, quoi. On le tape à coups de pied. En ce qui concerne le combat au sol, quand les deux sont au sol, je pense, mais là encore peut-être que je me trompe, que quand le jiu-jitsu est arrivé, les professeurs japonais qui enseignaient le jiu-jitsu avaient quand même une technicité qui était beaucoup plus élevée que la technicité française pour ce qui est des clés articulaires au sol. J'en suis pas persuadé. C'est peut-être, hein, mais j'en suis pas persuadé, tout simplement parce que, ben, de par l'existence de ces interdits, bien avant l'arrivée du Jiu-Jitsu, ben, c'est qu'ils savent le faire, quoi. Je veux dire, les coudes sont tous faits pareil. Je veux dire, donc si tu tords le coude dans le sens inverse d'ouverture, ça fait mal. Le Mhm. truc, c'est que je pense que le Jiu-Jitsu, lui, c'est sa spécialité de faire ça au sol. Ouais, Alors que dans la vision française, aller au sol, et dans une vision de défense. Puisqu'il ne faut pas oublier que les arts martiaux français ne sont pas du sport, hein. On apprend par le jeu et par l'assaut, donc sans se faire mal, mais la finalité, c'est quand même la défense. Et la finalité, c'est que, et ça Charlemont l'explique très très bien, c'est que considérez toujours que vous êtes un contre plusieurs. Et que si vous commencez à chicoter un mec au sol, pendant que vous le chicotez, ben, il y en a un autre qui vient vous taper. je suis pas d'accord avec toi sur un truc, c'est la première fois. Je pense que les arts martiaux français, c'est profondément et intrinsèquement du sport. Je vais te dire pourquoi. Parce que ma vision du mot sport, elle a évolué avec le temps. Et je pense maintenant que le sport, surtout au XXe siècle, début XXe, fin XIXe, début XXe, c'est quelque chose qu'on fait sur son temps de loisir. Un mec qui veut vraiment se défendre dans la rue, il achète un couteau comme ça, il est 1000 fois plus efficace que le gars qui a passé 3 ans à s'entraîner à la salle. Ouais. Mais le couteau est illégal. Il est illégal, mais on connaît tous comment ça se passe, parce qu'il y a les Apaches à ce moment-là à Paris. Mais tout le monde a l'Opinel à ce moment-là à Paris et en France. C'est quand même illégal. Les cannes à système sont illégales. On peut avoir une canne, mais la canne à système est interdite. Le revolver dans la poche, notamment Jean-Joseph Renaud le dit, ayez un revolver dans la poche. Non, en fait, il donne un conseil d'illégalité. On n'a pas le droit. Certes, c'est illégal, mais ce que je veux dire, c'est que le mec qui veut vraiment qui veut vraiment se défendre, dont l'objectif, je sais pas, il s'est mis mal avec les gangs, avec les Apaches dans son quartier, il sait qu'ils font des rondes pour choper sa gueule et lui faire la peau, le gars, il va forcément s'armer. Là, il faut une arme à feu. Ouais. Et je Je pense veux que dire, l'immense majorité des pratiquants d'arts martiaux français, en fait, c'est comme nous. C'est des gens qui font ça par plaisir sur leur temps de loisir. ça, oui, mais ça veut pas dire que ça n'a pas d'utilité. Ça Oui, peut mais pas c'est du avoir sport. d'utilité. Ça veut pas dire. Je suis pas forcément d'accord non plus. Et juste par un simple détail, c'est l'usage de la chaussure. La came est aussi une arme, le bâton. Notamment Maître Gousset qui explique, donc qui est un maître bâtoniste à Paris, et qui explique qu'un bâton est plus efficace pour stopper une personne qu'une épée. Déjà le bâton, on peut se balader avec, et puis un bon coup de bâton sur la tête, ça arrête une personne. Alors que l'épée, l'autre il peut s'embrocher, mais il n'est pas obligé de mourir de suite, il peut continuer à avancer. On apprend par le jeu, mais la finalité reste quand même la défense. Et c'est très simple, on le voit pourquoi, tout simplement parce que les principes qui régissent donc de la lutte jusqu'au bâton à la canne, ce sont les principes de l'escrime. Sauvegarder son corps, n'attaquer que quand on le peut, toujours être meilleur pareur qu'un meilleur frappeur, et toujours frapper à la plus grande distance possible. Et Ouais, ça, mais tu c'est... vois, ça, par exemple, c'est exactement ce qu'enseigne le prof de boxe anglaise pour lequel je travaille en ce moment. Et pourtant, c'est intrinsèquement du sport, tu vois. Oui, alors c'est oui, oui, mais ça reste les principes d'escrime, mais ça peut s'appliquer pour une situation sérieuse. Bon, après, pour ce qui est de la notion de sport, moi, je fais partie maintenant des fervents défenseurs de la notion de sport. Parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a maintenant, depuis quelques années, depuis Facebook en gros, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent, moi, je fais du sport, ceux qui disent, moi, je fais des arts martiaux. Avec l'idée
que les arts martiaux ou les systèmes de défense, c'est pas du sport, c'est un truc plus efficace, plus viril, plus dangereux, etc. Et moi, je combats fermement cette idée. Je pars du principe que, en fait, tous ces gens-là, pour la plupart en tous les cas, ils ne font ça que dans un but commercial. Ils disent, moi, je fais des arts martiaux, c'est mieux que le mec qui a la salle de sport à côté, donc moi, c'est plus efficace, venez chez moi. Mais la réalité, c'est que les mecs, ils viennent s'entraîner chez lui. Après leur journée de travail, sur leur temps libre, il y a la bonne ambiance au club. Des fois, ils vont boire une bière après l'entraînement. C'est du sport. Moi, je vais plus utiliser, j'utilise pas le mot sport pour moi, hein. Là, on l'utilise parce que c'est commun, que les gens comprennent. Mais pour moi, l'idée, c'est l'activité physique et la culture physique. Et après, la culture des armes qui va avec. Pour pouvoir bien manier les armes, que ce soit les armes naturelles ou les armes blanches, enfin les armes en bois ou en acier, ben, il faut déjà avoir une bonne culture physique. Ça, là aussi, Georges Hébert en parle assez bien dans son bouquin, dans La culture physique contre le sport. Le sport, donc, comme il le définit, c'est vraiment le sport à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire le sport performance spécialiste. Et effectivement, je veux dire que peut-être ma vision du monde n'est pas raccord avec la façon dont les mots que j'emploie ou comment je vois les choses, mais on peut pas être utile, entre guillemets, je dirais pas efficace, parce que je pense que le mot va pas bien. On peut pas être utile pour se défendre avec ses jambes si on porte pas des chaussures qui vont bien, c'est-à-dire des chaussures qui ont des semelles dures. Des baskets, c'est pas top. Et qu'on n'a pas un minimum de vivacité, d'explosivité dans les jambes, de coup d'œil de distance, voilà. Mais pour ça, on est obligé d'avoir de la culture physique avant. On fait pas Ouais. du sport, on fait de la culture physique. Tu vois un peu comment je vois un peu. Ouais, je vois très bien. Bah, c'est une vision que je connais parce que bon, moi je suis historien, donc je comprends un peu ces visions-là, mais c'est une vision qui me semble plus adaptée à notre époque. Moi je pense que de nos jours, à part les militaires d'opération, je ne parle même pas des militaires réservistes ou de ceux qui ne font que s'entraîner à la caserne, je parle de vraiment ceux qui vont en opération. À part cela, il y a très peu de personnes en proportion, c'est même pas 0,1%, qui pratiquent dans l'idée, qui vont utiliser les mouvements qu'ils apprennent en situation réelle, parce qu'en fait, ils s'inscrivent souvent pour ça, ils s'inscrivent dans les clubs avec l'idée qu'ils vont apprendre à se défendre, mais ils ne restent pas pour ça. Ils restent parce qu'ils trouvent un club, c'est un cercle social, ils se font des amis, c'est la bonne ambiance, etc. Et en fait, la pratique en elle-même, si tu veux, sur le temps de pratique, le moment où vraiment ils ont dans l'idée qu'ils vont se défendre avec ça, c'est les 2-3 premiers mois. Après, sur leur vie de pratiquant, ils continuent à s'entraîner sérieusement, à s'entraîner comme s'ils préparaient des situations réelles, mais c'est du sport parce que ça fait partie des loisirs. Pour eux, c'est un loisir. Si c'était vraiment une tannée, que c'était dur, qu'ils en chiaient, etc., je pense qu'ils ne resteraient pas. La plupart des gens qui restent dans les clubs, c'est des gens qui s'amusent en réalité. Moi, en tout cas, mon argument de vente, c'est ça pour mes clubs, hein. Je vends du loisir, je vends pas de la défense. Je ne parle jamais d'autodéfense dans mon club. Et du coup, je pense que c'est pas si différent pour les époques même un peu plus anciennes. J'ai combattu cette idée aussi pour le karaté. Les gens me disaient que le karaté tel qu'il était pratiqué à Okinawa, c'était un truc vraiment tourné vers l'efficacité réelle, vers la self-défense, pour se battre dans la rue, etc. Mais Okinawa, c'était une société des plus pacifiques à cette époque-là. Les gens, plus de ça, mais les gens à Okinawa, et même au Japon encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont vécu l'immense partie de leur vie sans avoir jamais vu une bagarre. Tu vois, pour nous, ça nous semble, c'est aberrant, quoi. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu une bagarre. C'est des sociétés tellement pacifistes. Et donc, en fait, ça faisait partie, si tu veux, le karaté, des arts et des lettres. Il fallait maîtriser, pour les jeunes un peu nobles ou un peu de haute stature, il fallait maîtriser le tir à l'arc, savoir monter à cheval, savoir jouer au jeu de Go ou au shogi, il fallait maîtriser les classiques de Confucius. Enfin, tu vois, ça fait partie des arts et des lettres, ça fait partie des loisirs de la haute société. Dans les traités français, quand même, ça ressort, hein, l'idée d'autodéfense, hein, que ce soit chez Michel Pisseux, tout ça. Ils vantent le mérite culture physique, ils vantent le mérite soin du corps par la pratique saine de la savate, mais ils vantent aussi le fait que s'ils ont un ennui, ils vont pouvoir se défendre. Michel Pisseux, il explique dans un article de journal que son art, c'est l'art d'estropier. Oui, je pense que c'est beaucoup de communication. C'est peut-être beaucoup de communication, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un chassé bas dans un genou, ça le casse. Avec des chaussures normales, quoi, des chaussures de ville. Et c'est pour ça qu'on utilise des chaussons et à l'époque des espadrilles. Faut pas se faire mal. Ouais, Dans l'armée, ouais. l'usage du brodequin militaire est strictement défendu pour la boxe. C'est interdit d'utiliser les chaussures normales. Ils sont obligés de s'entraîner en espadrille, pour pas se faire mal. Donc, tu vois, je pense quand même que l'optique défense fait partie du triptyque, en fait. On a un triptyque, Ouais. c'est le loisir, la culture physique
faire une activité physique qui permet de se sentir bien et mieux. Voilà, on est plus mobile, on a plus de cardio, on est à l'est, Ouais. on est agile, tout ça. Et si jamais un jour il y a un problème, eh ben la partie défense, elle peut se révéler. J'ai pas eu dans ma vie, j'ai eu très très peu de bagarres. J'ai eu vraiment qu'une sérieuse. Le truc qui m'a aidé à l'époque, j'avais 18 ans. Eh ben, j'ai placé une technique de judo que je n'avais jamais réussi à placer en club. Et elle est sortie comme ça. Ah, comme quoi on en revient au judo. Ouais, mais parce que je savais faire que ça. J'avais appris, j'avais fait 5 ans de judo, donc il y avait des restes, quoi, tu vois. Ouais. La chose que j'avais considérée toujours assez de façon négative, parce que j'aimais pas le judo, j'en avais fait un peu à l'issue de mon plein gré. Le truc qui je pensais allait être le moins utile si un jour j'avais une embrouille, c'est ce qui a été décisif, en fait. Une technique que je n'avais jamais réussi à placer en club. Mais c'est souvent le cas parce que dans un combat sportif, le mec en face de toi, il est préparé à te contrer sur les techniques qu'il sait que tu vas exécuter. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de les placer. Alors qu'un guignol dans la rue, il n'est pas préparé, surtout s'il ne sait pas se Là, battre. il Parce s'y que attendait pas. c'est. Ça, c'est clair Ouais, que, parce voilà. que il s'est mis lui-même dans la position de voler, quoi. Mais, Il a fait enfin, le je veux dire, ventilateur un peu. ah ben j'ai fait faire, en fait il a fait, j'ai placé la planchette japonaise. Il a atterri sur la tête, hein, donc lui ça y est c'était fini. Il avait plus envie, il pouvait plus. Tu vois. Mais je suis d'accord sur le triptyque. Je suis vraiment d'accord sur le triptyque, mais je pense que la partie self-défense est largement dominée par la partie conditionnement physique et apprentissage ludique, on va dire. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Pour moi, depuis que ça fait 20 ans que je vis en Aveyron, j'ai eu zéro problème, zéro embrouille. Je vis avec des gens civilisés, donc il n'y a pas d'ennui, j'ai pas de problème. Et c'est pour ça que dans mes clubs, donc à ce propos, je fais de la pub à partir de la saison prochaine, j'ouvre un nouveau club à Rodez. Mais moi, je ne table pas du tout sur l'autodéfense. Je ne parle quasiment pas d'autodéfense. Ou alors, j'évoque voilà, en disant, ouais, voilà, par rapport à des situations, plutôt que de faire ça, l'idée vaudrait mieux faire ça. Mais je fais pas de cours d'autodéfense, je ne fais que du loisir. Dans mes cours, il y a première partie, c'est de la culture physique, la deuxième partie, c'est de l'escrime, et la troisième, c'est de la boxe. Et c'est fini. Et en aucun moment, je parle d'autodéfense. Et je pense que c'était pas. Alors, ils avaient peut-être dans le triptyque une partie en pourcentage un peu plus élevé d'autodéfense que nous aujourd'hui, mais je pense que c'était pas si différent pour eux. En fait, ils attiraient les gens en leur vendant l'autodéfense, mais après, une fois sur place, les gars, ils pratiquaient surtout de la culture. Oui, mais de toute Parce que façon, même. en plus, même des techniques d'autodéfense, tu peux pas les employer en club parce que tu te fais Exactement, mal. exactement. Et puis, tu as besoin d'abord de construire ton physique pour pouvoir les employer de la bonne manière. Et on revient au principe de la lutte parisienne. On peut pas faire de la lutte parisienne si on sait pas boxer, si on sait pas faire de la lutte et si on n'a pas un corps pour pouvoir le faire. Donc Ouais. techniquement, la lutte parisienne s'impose d'elle-même par l'expertise des autres branches, mais c'est quasiment inapplicable en club avec une vraie intensité parce que on va se faire mal. Là aussi, je vais rajouter un truc que les gens ne pensent pas parce que c'est toujours pareil, c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre qu'au 19e siècle, vous abîmez les ligaments croisés des genoux, c'est fini. Et ouais, ouais. Ouais, les blessures sont pas guéries comme de nos C'est jours. fini. De nos jours, tu fais 6 mois et puis tu es opéré et puis ça va bien. Oui, Tu fais un c'est peu de magique, on peut dire. convalescence. Ouais. C'est limite magique, quoi. Mais il y a une époque pas si lointaine où une entorse ou une foulure, il coupait le pied, quoi. Et ouais, je crois qu'ils faisaient ça avant les radios. Donc avant que les radios apparaissent, vu qu'ils savaient pas, ils pouvaient pas voir comment c'était blessé, donc ils pouvaient pas le soigner, ils coupaient. Donc il y a vraiment cette optique à comprendre aussi que cette volonté forte au 19e siècle de ne pas faire de choses violentes physiquement en salle ou même en spectacle, tout ça, s'impose aussi par le fait que si vous vous blessez, c'est fini, vous devenez un clodo. Hein. Bon, bah, on va pouvoir conclure puisqu'on a fait le tour. On est revenu à la lutte libre et à la lutte parisienne. On a fait un peu le tour de tout. De voir que ces styles de lutte qui existent en France, la lutte bretonne, la lutte parisienne, la lutte libre, la lutte provençale, en fait, c'est pratiqué par des gens qui non seulement pratiquent toutes les formes, ou très souvent plusieurs, mais qui aussi se connaissent, échangent entre eux. C'est pas cloisonné dans des régions. Et il y a des vrais échanges à la fois techniques et culturels. Comment la lutte parisienne, la lutte gréco-romaine est arrivée? Parce qu'on a parlé en début de vidéo, on a teasé le mot gréco-romaine, mais on n'a pas expliqué. Alors est-ce que tu peux me dire comment on est passé de cette lutte qui existe en France à l'idée d'une lutte gréco-romaine? Ben, toujours pareil, c'est de la com.
En fait, la lutte gréco-romaine, c'est un Italien qui va l'appeler comme ça à propos de la lutte française. Parce que ça, à l'époque aussi, il y avait un fort engouement pour tout ce qui était antique, les lutteurs antiques. Ça, en lisant les livres comme de Léonville et tout ça, ça ressort beaucoup, quoi. Les athlètes antiques, c'est vraiment, ça fait rêver. Il y a un idéal qui se cache derrière. Et donc, un jour, c'est un Italien qui évoque ça, cette idée de lutte gréco-romaine. Mais c'est pas gréco ni romain, puisque à l'époque gréco-romaine, ils luttaient pas comme ça. Donc, c'est vraiment un mot inventé à la fin du 19e pour qualifier la lutte française. Maintenant, il y a des différences entre la lutte française et la lutte gréco-romaine actuelle, hein. Alors, si dans les grandes lignes, ça se ressemble beaucoup, il n'empêche que, par exemple, les arracher du sol pour ramener au sol, c'est interdit en lutte française. En fait, l'idée de prendre quelqu'un, de le lever pour le ramener au sol avec force et vigueur, ça fait pas partie de la convention de lutte française. Ça se différencie là où la lutte gréco-romaine devient véritablement un sport avec des professionnels, de recherche de performance, tout ça, et vraiment elle prend son chemin de lutte sportive, hein, et qui est pas une lutte école. Oui, parce que la lutte française, comme on l'a dit, c'est une lutte pédagogique d'une certaine manière. Donc le fait de faire ce qu'on appelle un slam de nos jours, c'est-à-dire de lever le gars pour le rabattre la tête la première par terre, bon, ça c'est moins pédagogique. Ah oui, c'est pas pédagogique. Alors, Karelin, le lutteur Karelin, hein, faisait sa spécialité, il soulevait des gars, il les soulevait en les tenant et il les jetait par terre. Bon, c'était un monstre. C'était le gars, il était physiquement, c'est incroyable. Il faudrait six gars comme moi pour tenir le rang, quoi. Mais là, voilà, on n'est pas dans la lutte française. On est donc la lutte gréco-romaine, en fait, elle a été nommée à partir de la lutte française, mais elle a pris son chemin toute seule après. C'est comme la savate boxe française sportive actuelle, hein. Elle a pris son propre chemin vis-à-vis de la boxe française que j'appellerais traditionnelle. C'est plus la même chose. Oui, c'est un mot qu'on utilise mais qui définit plus exactement la même chose que l'origine de la Exactement. chose. Voilà. Ça a évolué, ça a pris son chemin. Et est-ce que tu sais comment cette lutte gréco-romaine, qui a été définie par cet Italien, elle est du coup arrivée en France? Est-ce que cet Italien, il a ensuite créé sa méthode? Est-ce qu'il a défini des trucs qui sont arrivés en France? Ou est-ce qu'on a appelé gréco-romaine la lutte française, tout simplement? Ouais, en fait, apparemment, ça s'est passé comme ça. Tout le monde était d'accord sur le terme. En plus, ça passait bien avec les Jeux Olympiques, le côté, l'olympisme, le côté grec, le côté romain. Bon, de la lutte gréco-romaine, quoi. Ça passe pas mal, quoi. Et tout le monde est tombé plus ou moins sur un consensus en disant, effectivement, la nommer comme ça, c'est pas plus mal. Surtout dans une époque où, quand même, les pays européens ont une petite tendance à vouloir se faire la guerre régulièrement. Tabler sur un nom qui rappelle leurs origines communes plutôt que susciter des jalousies de noms, parce que les Allemands vont dire, pourquoi il n'y a pas la lutte allemande, pourquoi il n'y a pas ci, et puis ainsi de suite. Ben là, on part sur une base gréco-romaine, c'est l'Olympe, c'est commun à tout le monde, voilà, et puis ça apaise les esprits. Je pense qu'ils sont plus partis dans une idée comme ça, où ça ne suscitait pas de jalousie nationale. Et puis ça permet aussi d'effacer un petit peu tous les effets de concurrence entre les différents professeurs, chacun prêchant pour sa paroisse, pour sa méthode, etc. Là, il y a la lutte gréco-romaine. Tout le monde pratique officiellement la même, donc du coup, elle est facilement acceptée aux Jeux Olympiques et proposée aux Jeux Olympiques en tant que sport permanent. Il y a une codification qui se met en place, tout le monde se cale sur cette codification, c'est fait, quoi, c'est bon. Ok. Ce qui est dommage, c'est que actuellement, voilà, la lutte a perdu beaucoup de terrain, énormément de terrain par rapport à ce qu'elle l'était au début du XXe siècle, hein. Bon, les guerres mondiales n'ont pas aidé, hein. Alors que personnellement, j'y trouve vraiment beaucoup de bienfaits. Ça apprend le contact. Alors, pas le contact pour frapper, mais vraiment le contact de l'autre, de soi sur l'autre et l'autre sur soi. Comment on le gère, comment on peut jouer de ça, les équilibres, voilà. Et en plus, dans une bonne ambiance. Bon, on fait ça 2 heures par mois pour le moment. J'arrive pas à avoir, j'ai pas encore de créneau à la semaine au niveau de la lutte, mais des élèves qui viennent, ils viennent avec plaisir parce qu'ils savent on va s'amuser. C'est un bon système, ouais, pour apprendre les déséquilibres, les projections, les amener au sol. Bon, ça rappelle un peu le judo à une époque où il n'y a pas toujours eu enfin plutôt le jujitsu à une époque où il n'y avait pas le judogi, quoi, le kimono. Ça rappelle un peu aussi le sumo dans une certaine mesure parce qu'il s'agit de déséquilibrer, parfois de sortir l'autre de la surface de combat, ce qui peut être amusant aussi. Et c'est vrai que ça va parler aux gens parce que c'est une manière de faire dont on n'a plus l'habitude dans les médias. En réalité, qui regarde la lutte à la télé? Très peu de gens. Très très peu. Même la boxe française sportive. Je sais même pas, tu sais quoi, la boxe française, je sais même pas si c'est diffusé. C'est diffusé à la télé?
Ouais, mais c'est sur des chaînes où il faut payer, tu vois, des trucs, c'est pas sur les grandes chaînes nationales. Qui connaît le nom du dernier champion de France ou champion du monde de boxe française, quoi. Bah après, je l'ai vu, moi, quand j'ai fait mes recherches, on va dire les sports de combat vraiment diffusés en France, c'est le judo en premier. 550 000 licenciés, c'est monstrueux. Après, il y a la Fédération française de karaté, mais dedans, il n'y a pas que du karaté, mais disons qu'il y a les karatékas. Dedans, il y a aussi le Krav Maga, il y a d'autres trucs, bon bref. D'ailleurs, maintenant, il y a une fédération de Krav Maga aussi. Après, il y a tout ce qui est taekwondo, arts martiaux asiatiques, enfin, c'est beaucoup de trucs asiatiques. Et très très loin derrière, putain, ça m'a surpris quand j'ai vu les chiffres, là encore ces dernières années, la boxe anglaise, qui est arrivée en France 100 ans avant le judo pratiquement, parce que la boxe anglaise en France, je crois que c'est 1830, quelque chose comme ça, le judo c'est 1935, tu vois, et ils ont 30 000 licenciés, un truc comme ça, enfin, La boxe française, ils aussi entre ouais, 20 40 000 maximum, hein. Alors moi, on me dit que en vendant la compétition et le sport à outrance, c'est ce qui fait venir les gens. Bon, ben, je suis pas certain, je suis pas persuadé que ce soit ça le souci, quoi. Non, eux, en fait, les fédérations sont sur un modèle qui est daté, ils sont sur le modèle de la vitrine, qui a bien marché dans les années 80. Il faut avoir des champions qu'on met en vitrine et on dit voilà, vous voulez ressembler aux champions, venez dans nos clubs. Ça marchait dans les années 80-90. Maintenant, les gens, ils inscrivent leurs enfants pour le côté éducatif. Le judo, il a tout réussi là-dessus, hein. Moi, quand on me demande qu'est-ce que ils ont les gens, ils ont des gamins, voilà, à ces bas âges, moi, je leur dis, ben, amenez-le au judo, hein, il apprendra les bases, hein. Mieux vaut qu'il aille au judo qu'ailleurs, hein. Ah ouais, parce que c'est un sport éducatif, le gamin il peut courir partout, se rouler par terre, etc. Il se dépense un peu en énergie. Et ils ont réussi un vrai truc de mettre dans la tête des gens que le judo, c'est le sport éducatif. Mais en fait, le judo a simplement utilisé les recettes des arts martiaux français du début 20e. Awaishi ne s'est pas trompé quand il est venu en France. Il a pas imposé un judo à la japonaise. Il a amené un judo à la française. Je pense qu'il a bien compris son public quand il est venu en France. Oui, et c'est dommage qu'on n'ait pas encore cette adaptabilité dans les arts martiaux français, dans la boxe anglaise, dans les sports de combat qui sont pourtant là depuis longtemps. Nous, au niveau de l'amicale, on a dépassé les 100 adhérents, hein. Donc, en un an de cotisation réelle, on a dépassé les 100 adhérents, sachant qu'on n'a aucune vitrine à part nous-mêmes, zéro subvention, personne parle de nous à part nous-mêmes. Ou quand ben voilà, on a la chance de participer à des entrevues avec d'autres chaînes YouTube. Mais bon, ben moi, j'ouvre mon troisième club. C'est possible. Les gens qui viennent, ils y reviennent parce qu'ils s'y plaisent. Ouais, mais après, le problème que tu as, c'est un problème que j'ai vu en karaté. Tu es un peu perdu au fin fond de ta campagne. Si tu étais à Paris, tu aurais peut-être moyen de diffuser plus. Et j'aurais d'autres problèmes. J'aurais plus de concurrence. Oui, c'est possible. Bon, c'est peut-être un problème que tu vas avoir avec les arts martiaux français. La méthode que tu proposes, en tous les cas, c'est que si tu habites dans une région où il y a peu de monde, bon, tu as un cadre de vie qui est bien meilleur que Paris, hein, mais tu vas avoir du mal à concurrencer en termes de nombre les grandes villes. Ça, bah après, ce sera. Si moi je peux former un gars qui après pourra faire succès lui en grande ville, ça me suffira aussi. De toute façon, je conquérirai pas je vais pas conquérir tout le pays à moi tout seul, hein. C'est bien pour ça qu'on a créé l'amicale. Et le but, c'est pas d'avoir une méthode, c'est d'avoir, on va dire, un florilège, ben, la méthode Lafont, notamment, ou les approches telles le cours, tout ça. Enfin, le but, c'est pas de refaire les erreurs du passé, notamment au niveau des fédérations sportives, de tout cadrer. Et au final, c'est mort, quoi. Oui, de trop standardiser vers un modèle unique. Ah ben, il y a plus de création après. Puis ça ne peut que se rabougrir, hein. Si jamais parmi le lot des élèves, un qui est moins bon et qui devient professeur, eh ben, il va former des élèves moins bons que lui encore et on en arrive. Après, c'est fini, quoi. Ouais, je vois. Ouais, donc c'est quand même mieux d'avoir des élèves qui peuvent apprendre diverses méthodes. Bah, j'ai bien aimé ce principe que vous avez mis en place pour l'amicale. C'est vraiment quelque chose de bien. J'ai un gars dans le sud aussi qui fait un peu la même chose pour le karaté et les arts martiaux asiatiques, qui a créé une association qui s'appelle Shin Kyokai. J'étais allé filmer il n'y a pas longtemps un événement qu'ils ont fait sur Aix-en-Provence. Et lui, il a dans l'association, il a du karaté, mais il a aussi d'autres trucs et c'est intéressant. C'est vrai que c'est quand même un peu mieux, même culturellement parlant, de pouvoir échanger avec des gens qui font pas tout à fait la même chose que... Donc on a parlé de la lutte française, de la lutte libre, on a parlé aussi des luttes provençales, de la lutte bretonne. On a beaucoup expliqué ce que c'était que les arts martiaux français et je pense que ça permet un peu de se remettre en tête que les techniques de lutte, de projection, ce n'est pas des techniques qui viennent forcément d'ailleurs, c'est des techniques qui ont été développées sur le sol français par des Français et des gens qui avaient une vraie connaissance non seulement de leur propre système, mais aussi de tous les systèmes qui les entouraient, de cette nébuleuse d'arts martiaux français.
Je pense que c'est quelque chose de positif culturellement que de comprendre cette, comment dire, cette histoire de développement des différents styles de lutte qui ont donné plus ou moins ce qu'on appellerait aujourd'hui la lutte gréco-romaine, mais dans l'idée des gens, la lutte gréco-romaine, c'est le truc antique, alors qu'en fait, non, c'est des trucs qui ont évolué avec leur temps. Merci en tous les cas d'avoir préparé, parce qu'à chaque fois je te donne du travail et tu réussis brillamment à t'en sortir. Je rappelle pour les auditeurs que tu as une chaîne YouTube également. Donc fais ta propre promo pour ta chaîne YouTube, pour ta page sur Facebook aussi. Ben, rendez-vous donc sur la chaîne des arts martiaux français sur YouTube. Vous pouvez nous suivre donc via le blog de l'Amicale, qui est en lien en description de toutes mes vidéos. Le Discord, vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord ben, pour nous rencontrer de façon numérique. Et puis le mieux, vraiment le mieux, c'est de venir nous voir directement, parce qu'on a déjà plusieurs instructeurs et aspirants instructeurs qui sont en train ben, qui donnent des cours hein, un peu partout. Alors, il y a des zones où il y a personne, mais il y a des zones où il y a du monde. Et le mieux, c'est de faire. C'est de venir découvrir, venir essayer, échanger, parler. Et puis vous verrez que franchement, quand on y a goûté, on adore. Hein. Ok, bah de toute façon, je mettrai les liens dans la barre de description de la vidéo pour que les gars puissent aller voir ta chaîne un petit peu. Ben, merci. Bon, bah on a fait un peu plus d'une heure sur la lutte française, la lutte libre, les arts martiaux français. On remercie donc le Capitaine France qui nous a aidé, qui a préparé le sujet. Vous avez tous les liens dans la barre de description de la vidéo si vous voulez vous renseigner sur les arts martiaux français. Et moi, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire des arts martiaux. À plus. À la prochaine!